Imaginez un instant, se réveiller un matin, et la seule, l'unique chose certaine dans votre journée, c'est l'heure exacte de votre propre mort. Aujourd'hui, on plonge dans la tête d'un homme qui vit ça. Ces toutes dernières heures, telles que Victor Hugo les a écrites. C'est un voyage au cœur de l'agonie, minute par minute. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. 5 semaines. Tout commence avec ces mots-là. Une seule idée qui est devenue si obsédante qu'elle a tout effacé. Absolument tout le reste. C'est le point de départ d'une véritable autopsie de l'âme. Et attention, cette idée de la mort, ce n'est pas une simple pensée qui passe. Non, pas du tout. Elle est devenue les murs de sa cellule mentale. C'est une geôlière impitoyable qui a littéralement dévoré tout ce qui, avant, faisait de lui un homme à l'esprit libre. Le contraste est brutal. D'un côté, un esprit qui était infini, plein de jeunes filles, de batailles gagnées, une créativité sans bornes. Et de l'autre, le vide, le confinement absolu. Bien sûr, son corps est enchaîné, mais la vraie prison, elle est dans sa tête, emmurée par cette idée horrible, sanglante, implacable. Cette pensée devient presque une présence physique, oui, un fantôme qui le suit partout, sans arrêt. Quoi qu'il fasse, elle revient, elle se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles, elle hante son sommeil, et elle prend même, dans ses rêves, la forme d'un couteau. Et pourtant, même dans cet isolement complet, le monde extérieur arrive à s'infiltrer. Mais pas comme une bouffée d'air, non. Plutôt comme un miroir cruel, un miroir déformant de sa propre situation. Pour le distraire, figurez-vous qu'on lui propose de regarder un spectacle, le ferrage des forçats, un amusement pour un homme seul dans sa cellule. Mais ce qu'il va voir, ce n'est pas un divertissement, c'est une véritable cérémonie de la déshumanisation. C'est un spectacle d'une cruauté méthodique. Des hommes, nus, sous une pluie glaciale, qui tremblent de froid pendant qu'un forgeron leur rive un collier de fer autour du cou à grands coups de masse. C'est là où Hugo nous montre comment la justice peut devenir un divertissement public, une sorte de fête perverse où la souffrance des autres devient un spectacle. Et là, au milieu de tout ce chaos, le spectacle se retourne contre le spectateur. Les forçats le voient, ils le reconnaissent, son anonymat vole en éclats. D'un coup, il n'est plus un observateur, il est l'un des leurs. Et leur rire cruel redouble de plus belle. C'est un moment de lucidité absolument terrifiante. Il comprend que la place de Grève, là où la guillotine l'attend, c'est la sœur de Toulon. Son destin, au fond, est le même que celui de ces hommes. C'est juste la méthode qui change. Il est l'un d'eux, tout simplement, promis à une fin plus rapide. À mesure que l'heure fatidique approche, le passé ne revient pas comme une douce nostalgie. Non, il revient comme un rappel brutal, insupportable, de tout ce qui va lui être arraché. Au milieu de toutes ces pensées noires, une image émerge. Une seule, celle de sa fille de 3 ans. Elle représente la vie, l'innocence, tout ce qu'il est sur le point de perdre. Et puis, l'inimaginable arrive. On la lui amène. Est-ce un dernier cadeau ou la torture suprême? Le coup est terrible. Pour sa fille, il n'est qu'un monsieur. Dans sa tête d'enfant, son papa est déjà mort et enterré. Il est devenu un parfait étranger pour sa propre chair. Son étreinte, qui se veut désespérée et pleine d'amour, est une agression pour elle. Il est une source de peur pour le seul être qu'il voudrait protéger. Comment supporter ça? Être déjà effacé, oublié, de la seule mémoire dans laquelle on voudrait vivre pour toujours. L'heure sonne. Le temps des souvenirs est brutalement terminé. Le rituel final commence. C'est la préparation méthodique du corps pour l'échafaud. Chaque étape est une couche de déshumanisation supplémentaire. Les cheveux qu'on coupe, les mains qu'on attache, le col de la chemise qu'on arrache, c'est ce qu'ils appellent la toilette du condamné. Le corps n'est déjà plus qu'un objet qu'on prépare pour l'acte final. Et pourtant, le détail le plus troublant, c'est peut-être celui-là. Le bourreau lui-même, l'artisan de la mort, il a un geste d'humanité, une douceur complètement paradoxale. Comment c'est possible? Ces hommes, dont le métier est de tuer, sont des hommes très doux. Alors, on en arrive à la question centrale. Pourquoi écrire? Pourquoi passer ces derniers instants à documenter son agonie? À quoi ça sert ce journal tenu depuis l'antichambre de la mort? Eh bien, la première raison est peut-être personnelle. C'est une tentative de moins souffrir, de transformer la douleur qu'on subit en douleur qu'on observe. En devenant l'analyste froid de sa propre agonie, il arrive peut-être à s'en distancier un peu, à la rendre presque supportable. Mais il y a plus que ça. Il y a un espoir. L'espoir que cette autopsie de la pensée d'un homme qui va mourir, ça serve de leçon. Parce que la douleur physique, aussi terrible soit-elle, ce n'est rien à côté de l'agonie morale que la société ignore complètement. Une souffrance qu'elle ne peut ni voir, ni comprendre, ni mesurer. La société, les juges, pour eux c'est simple, ils ne voient que l'instant final, l'exécution mécanique, froide.
Ils n'ont jamais vraiment réfléchi à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. C'est la question finale, celle qui résonne après la dernière page. Est-ce que ces mots, écrits avec le peu de vie qui lui restait, pourront un jour rendre la main des juges moins légère? Est-ce qu'ils pourront sauver ne serait-ce qu'une seule tête qui pense avant qu'on ne la jette dans ce qu'ils appellent la balance de la justice?